qu'il y a eu des moments plus difficiles que cette blessure? Et j'étais pas du tout prêt pour la Ligue 1. Je me dis, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Je suis à 2 doigts de tout arrêter. Et à ce moment-là, mon agent me parle d'un gars qui connaît, qui fait de la prépa mentale. Pas trop fatigué par la fin de saison là qui arrive? Non, très excitante. On a des enjeux jusqu'au bout de la saison, donc c'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître dans ton enfance pour mieux connaître Max Bernauer? Écoutez, j'ai grandi avec des parents séparés. Je suis parti assez tôt de la maison puisqu'à 12 ans, je suis parti en centre de préformation, donc j'ai toujours été assez mature et assez autonome. Et avant ça, très proche de mon frère. Famille recomposée du côté de mon père. Donc un demi-frère, une demi-sœur. Donc toujours été très proche de la famille. J'ai jamais manqué de rien. Et j'ai une très bonne éducation. Et ouais, le fait d'être parti tôt de la maison, ça forge un caractère. C'est pas forcément évident à 12 ans de quitter son cocon familial, mais ça m'a forgé et ça m'a fait devenir celui que je suis aujourd'hui. Donc tu dis finalement que l'autonomie, tu l'as développée super tôt, même avant de rentrer en centre de formation, liée à ton histoire familiale. Ouais, c'est ça. J'ai une situation parentale assez compliquée. J'ai été dans des histoires familiales comme ça peut arriver dans n'importe quelle famille assez tôt. Ça nous a vachement soudés avec mon frère. Et ce qui a fait que on a compris des choses d'adultes assez jeunes et on a dû gérer ça assez tôt. Et ce qui a fait qu'on a été assez matures tous les deux tôt et autonomes. Et justement, ça, quand tu arrives en centre de formation, t'as quel âge? En pré-formation d'ailleurs. Alors, on rentre au Pôle Espoir à 12 ans. Enfin, 12-13 ans, de 13 à 15. Ça dépend de la date de naissance, mais ouais, de 13 à 15, le premier internat, en rentrant uniquement le week-end, le vendredi soir, pour jouer en club le week-end et repartir le dimanche soir. Ok. Et justement, quand tu rentres en centre de formation, à quel moment tu sais que ça peut basculer dans le monde pro? Est-ce qu'il y a un moment dans le centre de formation où tu dis, ok, là c'est bon, j'y suis? À ce moment-là, t'es un peu en pilote automatique parce que depuis les 12-13 ans pour les tests de rentrée au pôle, c'est un peu la même chose. On est en concurrence des stages là pour intégrer entre guillemets l'élite. Et pour nous, en fait, c'est presque la normalité. On n'est pas, je pense qu'on est trop jeune pour se rendre compte vraiment de ce que ça représente. Et ouais, on n'a pas trop de questionnement de là-dessus. On fait notre truc à fond. On est super excités parce que c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Et on profite à fond. C'est après, un peu plus tard, quand les années passent, que tu te rends compte que c'était quelque chose et que c'est pas évident à cet âge-là. Mais sur le moment présent, à 14, 15, 16 ans, tu profites et pour toi, en fait, c'est normal parce que c'est ce que tu as toujours espéré. Et justement, quand tu es en centre, à partir de quel moment tu te dis, ok, là, je vais vraiment basculer dans le monde pro, je suis plus avec tous les jeunes ou comme tu dis en pilote automatique, à quel moment vraiment tu comprends que... À partir de la deuxième partie de la deuxième année de centre, où tu commences à passer avec les 19, t'entraîner un peu avec la réserve, tu commences à comprendre qu'il y en a qui commencent à basculer avec les pros et que ça doit et ça peut devenir sérieux à partir de ce moment-là. La première année et demie, c'est aussi de l'adaptation. Première année, souvent 17 ans nationaux. Et donc, ça reste du football de jeunes, mais dès qu'on commence à basculer 19 réserves et que il y en a qu'on côtoie au quotidien qui commencent à aller à s'entraîner avec les pros, voire faire des groupes, tu te rends compte que ça, si tu travailles bien, ça peut t'arriver à toi. Ok. Et justement, tu sais que le podcast s'appelle FC Remontada. Comment t'as fait, toi? Quelle a été ta remontada? Comment tu fais, en fait, de passer de Concarneau à la Ligue Europa? Juste déjà pour expliquer le contexte,
j'ai toujours été surclassé en centre de formation. On était 2-3 de la génération d'en dessous à être avec les plus grands. Okay. Et ça a toujours été assez facile, on va dire, mon cursus jusqu'à ma grosse blessure où je me suis fait les croisés une semaine avant de partir à l'Euro. Okay. C'est l'année où les 98 gagnent l'Euro. Et là, justement, quand toi, tu te pètes les croisés, qu'il y a tous tes potes qui partent à l'Euro et qui gagnent l'Euro, comment tu le vis, ça? Bah, au début, c'est très dur. Ouais. Après, comme je te disais, à cet âge-là, j'avais 16 ans. Je me rendais pas forcément compte de ce que ça pouvait représenter une blessure comme ça dans un cursus. Parce que le cursus, il est quand même assez court au final. Ton premier contrat, c'est 3 ans. Derrière, ça peut s'arrêter au bout de 3 ans. Et ça arrive dans un moment où j'étais vraiment bien, où j'avais commencé à être surclassé avec les 19 ans nationaux, où j'étais en pleine bourre. Et souvent, ça arrive à ce moment-là. Et bah, ça met un gros coup d'arrêt parce que 8 mois, c'est long. Surtout à cet âge-là, j'ai eu la chance d'avoir un staff médical qui a pris le temps. Parce que nous, notre volonté en tant que joueur, c'est toujours de revenir le plus vite parce que ça nous manque très vite. Mais j'étais en pleine croissance, fallait faire attention pour pas avoir de séquelles. Et pour l'instant, j'en ai pas eu. Donc j'ai eu la chance d'avoir un docteur, docteur Lecoq, s'il l'écoute, et un staff médical de qualité au Stade Rennais. Et ouais, cette période, elle est compliquée. Après, t'as pas trop le temps de gamberger parce que t'es vite dans un process de retour de blessure et chaque semaine t'as de nouveau toute la réathlée qui se met en route, réathlétisation, des nouvelles choses à faire et t'as l'impression de voir le bout du tunnel, même si c'est long, mais ça finit par arriver et toi tout ce que t'as envie c'est de revenir à ton meilleur niveau le plus vite possible, ce qui a été peut-être la période la plus dure parce que t'as tellement envie de revenir que quand tu reviens c'est plus dans le plaisir et moins dans l'analyse de perf et t'as pas forcément l'impression que t'es en manque de rythme, que t'as pris un peu de retard sur les autres, t'as l'impression que ça va aller comme sur des roulettes, mais c'est normal, t'as stoppé presque pendant un an pendant que tout le monde jouait. Et cette période-là, elle a été compliquée parce que j'ai mis peut-être 8 mois, 9 mois à vraiment retrouver mon niveau. Quand tu reviens déjà sur les terrains, il te faut encore 8 mois? Okay. Parce que bah tout le monde pendant 9 mois les progressions c'est assez fulgurant à cet âge-là et la petite avance que j'avais pu avoir sur les coéquipiers qui étaient à mon poste en fait je l'avais plus et justement le fait de percevoir de voir qu'autour de toi les mecs ont progressé, qu'ils ont avancé et que toi tu as besoin de plus de temps et de voir que tu as moins cette avance que tu avais avant. Comment ça t'a permis d'évoluer ensuite? Comment tu l'as géré ça? Bah je savais que j'allais peut-être perdre un peu d'avance par rapport au terrain, mais que dans la tête ça allait me servir aussi un jour ou l'autre parce que vivre ça à cet âge-là, même si derrière je réussis pas dans le foot, ça m'aurait servi parce que c'est des situations qui sont difficiles à gérer et faut être assez fort mentalement pour voir tes potes aller sur le terrain. T'es en centre de formation à l'internat. Le seul truc que t'as envie tous les jours, c'est d'aller au terrain. T'aurais un souvenir où c'est vraiment dur et t'as toutes ces pensées, ces émotions qui viennent? Ouais, c'était juste après l'opération, quand c'était pendant une semaine, je suis resté presque au lit parce que quand l'hématome était présent dans le genou, j'arrivais pas forcément à me lever. Quand le sang descendait, ça faisait vraiment mal. Et j'essayais d'aller en cours quand même, mais je faisais des demi-journées. Et je me souviens où je retournais dans mon lit, superposé dans la chambre, et mon pote, il venait, il prenait ses affaires, il me disait, ouais, Max, à toutes, je vais à l'entraînement. Et ça, pendant une semaine, 2 semaines, à la fin, tu te dis, putain, ça va être long, en fait, parce que tu commences à réaliser et que 8 mois, c'est très long. C'est pas 2-3 mois où tu te dis ça va passer assez vite. Et justement, quand tu vois ça pendant une semaine ou deux, tes pensées commencent à changer, tes émotions commencent à changer. Comment tu commences à évoluer sur ce... Je suis quelqu'un qui a toujours été très réaliste et assez positif sur les situations, quelles qu'elles soient. Et ça, j'ai vite compris que ça servait à rien de ruminer et de rester dans le négatif et que ça allait plus me desservir à moi et à mon corps qu'autre chose, que d'être dans un process positif où tous les jours
j'avance et que je retiens que ce qui y a de positif pour moi. Ça allait m'aider à aussi revenir mieux, un peu plus vite, à être mieux mentalement, à être mieux avec les autres, parce que quand on est blessé, souvent on se renferme un peu sur soi-même, surtout dans cette période-là. Il y a beaucoup d'enjeux parce que il y a les fins de contrat, il y a le bac qui arrive, donc il y avait beaucoup de choses. Et t'es dedans depuis 13 ans, donc t'as pas envie que ça gâche un peu tout ce que tu faisais depuis. Que ça s'arrête, quoi. Voilà. Et donc il a fallu vite basculer dans le truc de dire c'est fait, c'est arrivé, je peux pas revenir. Maintenant on regarde devant, on va se préparer du mieux possible pour être le plus près possible quand ça sera le jour J. Ouais. Et justement, de ce moment-là, comment est-ce que tu en arrives ensuite à aller jouer la Ligue Europa? En fait, comment tu as fait toute cette remontada de la blessure? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que cette blessure? Ouais, donc il faut savoir que je reviens assez bien des croisés. Derrière, j'ai la chance d'avoir un club à Rennes qui me fait confiance, qui me met quand même 2 ans de stagiaire pour me laisser le temps aussi de revenir à mon meilleur niveau. Après ça, j'arrive à signer un premier contrat pro de 3 ans. Ouais. Donc c'était vraiment du bonus pour moi parce que 6 mois avant de signer mon contrat pro, il y a personne qui misait forcément sur moi et j'ai fait 6 derniers gros mois au milieu en étant repositionné au milieu. Ok. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir des coachs qui ont aussi poussé pour moi. Ouais. Et derrière, bon, j'ai toujours su que le premier contrat pro, ça voulait pas dire grand-chose parce que le plus dur, c'est d'arriver à avoir un niveau de perf quand tu vas t'entraîner avec les pros et le gap entre la réserve et l'équipe première. Surtout à l'époque, on était redescendu en N3 Ligue 1. Pour un club comme Rennes, la marche, elle est énorme. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un gabarit qui était pas forcément prêt tôt. Donc, je savais que j'allais devoir mettre un peu plus de temps pour être prêt peut-être à performer en Ligue 1 un jour. Ça, t'en avais conscience? Ouais, j'en ai eu. Parce que j'ai toujours eu un physique en étant défenseur central un peu plus mince que les autres. Ça m'a toujours aussi aidé à penser un peu plus tôt et à me servir de ma tête. Mais mon physique, il allait jamais être prêt à 18, 20 ans et que j'allais avoir besoin de plus de temps, comme c'est le cas pour différents joueurs. Ouais. Aujourd'hui, on parle souvent de ceux qui jouent à 16 ans et c'est tant mieux pour eux parce que ils sont prêts, ils ont tout. Mais il y en a aussi plein qui arrivent à 22, 23, 24 et qui explosent encore. Et on en parle un peu moins parce que il faut aussi un peu de chance d'avoir les clubs et le parcours derrière qui fait que tu arrives à retrouver le tout en haut. Et donc je fais une année de stagiaire, ma première année de contrat pro. Je reste à Rennes en m'entraînant, on va dire les 3/4 de l'année avec les pros, mais en faisant qu'un seul groupe sur le banc. Tu joues peu. Je joue en réserve, donc en N3, et ça faisait déjà 3-4 ans que je jouais avec la réserve. Et ça commençait à faire beaucoup. Donc en hiver, j'ai failli partir à Avranches à ce moment-là. Mais pour différentes raisons, ça s'est pas fait. Et à la fin de ma première année pro, il fallait que je joue à un niveau supérieur de la N3. Et j'étais pas du tout prêt pour la Ligue 1. Et j'étais pas entre guillemets assez connu pour trouver une Ligue 2 parce que j'avais aucune expérience dans le monde pro. Comme les clubs de Ligue 2 vont pas prendre un joueur qui a joué que en N2 ou en N3, même si ça arrive. Mais pour moi, c'était pas le cas. Donc j'ai été prêté en national à Concarneau, qui était à 30 minutes de chez moi, dans un contexte favorable. Où l'objectif c'était d'enchaîner les matchs, de jouer un maximum de matchs, et c'était ce qu'on avait dit avec le président Létang à l'époque. Si tu joues ta saison complète et que t'es bon, il n'y a pas de raison pour que soit on te replonge pas et puis qu'on te reprête en Ligue 2 ou que t'intègres la prépa l'année prochaine avec les pros. Et cette saison-là, il se passe que c'est la saison Covid, donc 13 mars, je crois que c'est ça. 13 mars, la saison elle se stoppe. Il manque presque un quart de la saison. Et souvent, pour les joueurs prêtés et qui veulent être mis en évidence, la fin de saison, mars, avril, mai, c'est là où tout le monde regarde et c'est là où tout se décide. Et on a une saison un peu compliquée avec Concarneau. On arrive à gagner 3-4 derniers matchs, 3 victoires et on finit 11e, juste avant que ça se stoppe. Mais pendant cette période-là, t'es prêté d'un club pro, donc tu ressors du cadre pro
que tu as connu depuis presque tes 13 ans, parce que le pôle espoir, c'est ces infrastructures quasiment professionnelles. Derrière, tu rentres dans un process de centre de formation, en plus Rennes, donc avec la qualité des éducateurs. Pour toi, c'est normal parce que tu as connu que ça, mais quand tu sors de là, tu t'en rends compte que c'est une chance énorme. Et ça a été une des périodes les plus dures. À Concarneau, donc? À Concarneau, quand j'arrive, d'avoir de nouveau un niveau, de baisser mon niveau d'exigence, pas par rapport à moi-même, mais par rapport à mes coéquipiers, à l'entraînement. Tu aurais un exemple à nous donner d'un moment où tu es avec tes coéquipiers ou sur le terrain et tu comprends que... Ouais, je m'embrouillais souvent à l'entraînement, alors que c'était des top mecs, mais j'avais du mal à comprendre que je pouvais pas attendre autant d'eux que ce que je pouvais que ce que je pouvais attendre de mes coéquipiers en N2 ou quand j'allais avec les pros. Et donc le niveau d'exigence, il est forcément moindre parce que il y a moins d'infrastructures. Les joueurs, ils ont peut-être un peu moins de qualité, même si ça n'enlève rien à leur état d'esprit. Mais c'est comme ça, c'est un fait. Et cette période-là de repasser, de ressortir de cette structure pro, ça a été vraiment difficile. Mais le fait d'enchaîner les matchs et de me concentrer sur la perf le week-end, ça m'a aidé à rester focus. Mais c'est vrai que j'ai ce souvenir de... je m'embrouillais souvent à l'entraînement, peut-être parce que j'étais trop exigeant et que les mecs me disaient ici t'es pas à Rennes, tranquille, tu vois, c'est déjà ce qu'on fait, c'est très bien. Il y a des mecs qui vont louper des choses, c'est pas pour autant qu'il faut leur crier dessus. Et pour moi, en fait, c'est parce que j'avais l'impression qu'ils avaient pas envie de s'entraîner ou qu'ils étaient pas à 100%. Et après, une fois que j'avais compris ça, même dans la relation avec les coéquipiers, après ils ont vite compris que j'étais pas un mauvais gars et que j'étais tellement passionné et exigeant que c'était pour ça que des fois j'étais souvent sur les nerfs. Et donc cette saison-là s'arrête et Covid, réduction d'effectifs dans la quasi-totalité des clubs pro parce que manque d'argent. Et donc j'arrive à un moment où il me reste 1 an de contrat à Rennes, 1 an et quelques mois, mais jusqu'à la fin de saison où plus rien ne se passait. Et c'était soit je reprolongeais et j'étais reprêté plus haut, soit le club me libérait et gardait un pourcentage, et c'est ce qui a été choisi. Et moi, entre guillemets, ça m'allait parce que là, de Concarneau, tu pars où? De Concarneau, du coup, je laisse ma dernière année à Rennes. Rennes garde 50% sur le prochain transfert et je signe au Mans, qui est venu assez vite pendant le Covid, en voyant que j'avais fait des bonnes perfs avec Concarneau en national. Et eux étaient dans une situation où, avec le Comex et la saison qui s'était arrêtée prématurément, savaient pas encore s'ils allaient être en Ligue 2 ou en national. Et moi, l'objectif, à ce moment-là, il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvaient sur le carreau sans club, parce que énormément de joueurs se retrouvaient en fin de contrat et les clubs réduisaient drastiquement les effectifs. Et moi, ma seule crainte, c'était de me retrouver sans club à ce moment-là. Et on pouvait pas... Le Mans est venu tôt, et avec Florent, mon agent, on a dit on peut pas les mettre en attente dans cette situation-là, on peut pas se permettre, c'est trop dangereux. On va prendre l'assurance et on leur dit que ça soit Ligue 2 ou National, c'est OK. Si c'était Ligue 2, c'était encore mieux pour moi, pour refranchir encore un cap sur 1 an. Et si c'était National, fallait que je confirme sur une saison complète en National. Et il s'est passé que c'était National. Et derrière, pareil, au Mans, ça a été parce que tu retrouves un peu plus d'infrastructures qu'à Concarneau. Et toi, justement, donc tu fais Concarneau, le moment où c'est le plus dur de ta carrière, c'est ça? Ouais, je pense. Et comment tu fais évoluer tout ton système de pensée, tout ton état d'esprit pour que de Concarneau, tu passes par Le Mans, puis par IFC et Zagreb? Comment t'arrives en fait à la Ligue Europa? À la fin de saison avec Concarneau, déjà pendant la saison, il y a une période où je joue plus. Et c'était assez compliqué avec le coach qui était Benoît Coé à l'époque. Et sans avoir de raison. Et tu sors d'un club pro, t'es prêté de Rennes, tu vas à Concarneau, t'espères jouer tous les matchs. Et en plus, mon niveau de perf qui était bon. Et derrière, je me retrouve 4-5 matchs, je me retrouve même un week-end hors groupe où je joue avec la R1 donc la réserve de Concarneau en plus c'était tempête ce jour-là sur un champ. Et je suis trop honnête avec moi-même pour m'énerver, Qu'est-ce que tu te dis justement là? Je me dis,
qu'est-ce que je fais là, tu vois. À ce moment-là, franchement, c'est qu'est-ce que je fais là. Ouais. Et je suis à 2 doigts, j'en parle avec Marine, qui est ma copine, et je dis, je suis à 2 doigts de tout arrêter, d'aller jouer dans un club à côté en N3, N2, et de chercher un travail, parce que j'en avais à ce moment-là, tu te poses vraiment la question. J'étais à 2 doigts, franchement, j'étais pas loin. Et il se passe que le jour du confinement, on apprend que Marine est enceinte. Ça remet quand même les perspectives en question. Et à ce moment-là, mon agent me parle d'un gars qu'il connaît, qui fait de la prépa mentale, qui est toi. Mais à l'époque, je le savais pas encore. Et il voyait que j'étais dans une période compliquée à gérer. Et il m'a dit, écoute, on peut essayer 2, 3, 4 fois, comme ça tu rencontres, tu parles avec Pierre, et tu vois ce que ça donne. Si ça te fait du bien, c'est top. Si ça te fait pas du bien, bah tu me dis. Et à ce moment-là, tu as déjà eu un accès à la préparation mentale en centre de formation? J'ai aucune notion de ce que c'est. D'accord. Et de ce que ça peut être. On a eu des accès à un psy une fois par mois en centre de formation, mais c'est plus pour savoir si tout va bien en dehors et pas forcément parler foot. Et c'était pas de la prépa mentale, c'était juste histoire de se confier et de pouvoir dire les choses à quelqu'un si jamais on avait des choses à dire. Donc à ce moment-là, je m'attends à rien. Et en même temps, j'ai hâte de savoir parce que j'ai toujours été intéressé par ce qui se passe dans ma tête, comment le gérer. J'ai toujours été un joueur qui réfléchissait beaucoup. Et à partir de ce moment-là, ça a totalement changé ma vision des choses. Les premières séances avec toi, c'était plus sur apprendre à se connaître et après assez dans le détail. Et au fur et à mesure, tu m'as fait questionner sur moi-même, sur pourquoi je commençais le foot, des questions essentielles mais auxquelles on réfléchit pas forcément quand on est en pilote automatique depuis 12-13 ans. Donc là, tu moulines encore plus, quoi. Et je mouline et je me dis, putain, même, c'est une chance que j'ai d'être là, y a rien qui est fini encore, mais ça me fait sortir du pilote auto parce que quand t'es en pilote auto et que tu vois tous tes potes 18, 19, 20 qui jouent déjà, toi t'arrives 21 ans encore en national, tu te dis c'est maintenant en fait parce que sinon tu vas faire ta carrière en national, ça peut être bien mais j'ai toujours été ambitieux et j'ai toujours voulu essayer d'aller le plus haut possible. Et du coup à partir de ce moment-là il y a plein de barrières qui se sont cassées dans ma tête dès que j'avais besoin, et même au quotidien, on avait programmé, je me souviens au départ, même une séance par semaine, le temps que je me questionne sur ce que tu me demandais. Et en fait, je me suis rendu compte que je me connaissais pas du tout moi-même, et que réagir à des situations comme ça sans se connaître soi-même, c'est beaucoup plus dur. Et que après, une fois que tu te connais et que tu apprends à savoir comment ton cerveau réagit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a besoin dans telle ou telle situation, derrière, les situations, tu les résous en beaucoup moins longtemps et t'as beaucoup moins de frustration dans ton quotidien. T'es beaucoup plus focus sur toi, sur l'instant T et sur l'essentiel de pourquoi tu joues au foot, en fait. Et ça, t'as un peu tendance à l'oublier quand t'es dans cette boucle. Ça. Quand t'es dans la machine à laver, t'as tendance à défocuser un peu ce qui est important et de rester que sur la perf. Et de temps en temps, c'est bien aussi de sortir complètement de la perf. Et de prendre énormément de recul. Je me souviens les exercices de visualisation que tu me faisais en essayant de sortir de moi et d'essayer de me regarder de l'extérieur. Ça m'avait marqué parce que tu sors en fait. T'as 20 ans, t'es en national et il y a tout qui va bien, tu vois. Tu prends du plaisir, tu vides ta passion. Il y a pire, mais il y a mieux, mais il y a pire aussi. Et t'es encore dans le chemin en fait. Tu m'as fait comprendre à ce moment-là que chacun avait des chemins différents et qu'il y avait pas de raison pour qu'on n'arrive pas à petit aller tout en haut. Et on avait parlé du fait que j'étais conscient que j'allais avoir besoin peut-être plus de temps que certains pour aller en haut. D'autres, Et on a toujours été focus là-dessus, sur la route qu'on a envie de prendre et comment on a envie de le faire, et que le jour où je franchis les steps, je sois prêt à chaque fois. Et c'est ce qui s'est passé, parce que Le Mans, je fais une saison. Derrière, je signe au PFC.
Je fais 2 saisons. Première saison d'adaptation un peu plus compliquée. Deuxième saison, j'enchaîne, perf. Ouais. Je joue tous les matchs et derrière Dynamo, tu vois. Ouais. Au final, ça a été assez vite parce qu'une saison Concarneau, en gros 2 saisons de nationale, 2 saisons de Ligue 2. À chaque fois, une saison d'adaptation, confirmation. Et derrière, on franchit les steps et quand je joue, je suis prêt. Tu vois. Et ça, c'était important. Pas d'arriver dans un environnement où, tu refranchis les steps, mais tu te rends compte qu'il t'en manque, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai jamais voulu être dans cette situation. Pour l'instant, j'ai jamais été. Ça veut dire qu'on travaille aussi comme il faut. Et pourtant, ça a pas toujours été facile, mais à un moment. Ouais, parce que justement, à un moment, quand t'arrives à Zagreb, tu joues pas au début. Pas du tout. Pendant 4-5 mois. Ouais, j'arrive avec un coach qui a vraiment envie de me faire venir, qui m'a vu jouer l'année dernière avec le PFC, appuyé par le directeur sportif qui est francophone. Et donc ça, c'était ma principale motivation. C'était un ancien coach, Igor Bishkan, qui a joué à Liverpool. Et lui, quand j'avais eu rendez-vous avec lui, il m'a dit, je veux t'utiliser comme ça, je sais comment je peux te faire progresser, dans quel système je vais te faire jouer. Et comment tu réagis quand tu joues plus, en fait, le mec derrière, j'arrive et dans un mois et demi après, il se fait virer. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Il se fait virer, qu'est-ce que tu te dis? Ouais, tu sais que ça peut arriver, surtout dans ces clubs-là. C'est des clubs où il y a beaucoup de rotation parce qu'il y a une telle exigence du résultat où dès qu'il n'y a pas ce résultat-là, même si tu es dans le bon process, ça a besoin de changer parce que tu as une pression publique, politique et c'est comme ça. Et donc j'attendais de voir un peu comment ça allait se passer avec le nouveau coach. Pas du tout la même relation parce que pas la même vision et c'est normal. Chaque coach a sa vision. Mais du coup remontrer pourquoi je suis là parce que lui il me connaît pas. Il voit un mec qui arrive de Ligue 2 au Dynamo. Ouais. Ici le Dynamo c'est quand même le club du pays. Pour jouer au Dynamo faut quand même montrer que tu peux porter le maillot. Ouais. Il y a ce sentiment d'appartenance qui est important. Et au début, je suis un joueur qui arrive de Ligue 2. Eux, les meilleurs joueurs sont en sélection croate, les autres en sélection de différents pays. Et il y a Soutalo qui vient de partir à l'Ajax pour 20 millions. Ouais. Moi, j'arrive de Ligue 2, j'ai pas joué encore dans une première div. Je peux comprendre que, sans me connaître, qu'est-ce qu'il fait là, tu vois. Et donc, tu joues pas pendant 4 mois? Pendant 4 mois, rien. Tu joues pas? Je m'entraîne, mais pas une minute, que les matchs amicaux ou les tout petits matchs de coupe contre des 5, des 6 les premiers tours où on gagne 8, 9-0, c'est pas intéressant et c'est les matchs où t'as tout à perdre parce que si tu te fais passer une fois, on va dire, putain, contre une D6, tu vois. Et si tu marques, et d'ailleurs, j'avais marqué, et c'est normal parce que c'est contre une D6. Ça passe, quoi. Donc c'est un sentiment un peu particulier parce que t'es dans une période où tu t'entraînes tous les jours. Je me sentais de mieux en mieux quand même et la vérité, c'est la compète. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir cette chance-là, de pouvoir montrer sur un match que je peux jouer, en fait. Et ça arrive donc en Ligue Europa, contre 4 le mois Betis. Sans rien, pas trop de relation avec le coach, pas trop de raisons sur le pourquoi. Et cet hiver, du coup, on était prêt à partir pour que je puisse jouer, avoir du temps de jeu. Le club était OK au début. Et il se passe qu'il y a un blessé pendant le mercato, derrière, Def Central. Et le Dynamo enchaîne 10 matchs en 3 semaines. Et à ce moment-là, ils n'ont pas forcément de défenseurs à recruter sous la main. Et du coup, ils veulent pas que je sorte, en me disant que l'opportunité va arriver parce qu'il y a beaucoup de matchs en peu de temps et qu'il va y avoir besoin de tout le monde. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu deck parce que j'avais les opportunités pour partir dans des clubs intéressants où je savais que j'allais avoir une garantie de temps de jeu. On n'a jamais de garantie, mais si un club te prend en prêt en hiver, c'est pour que tu joues. Et du coup, on était OK. On a dit OK. On a tout fait pour partir. On leur a demandé. Eux, ils ont refusé. Maintenant, il va falloir qu'ils me donnent ma chance parce que ils ont dit que ça allait arriver. Et là, tu sais, quand tu penses que tu vas avoir ta chance, en gros, t'as combien de matchs pour avoir ta chance? Ouais, je sais que le match où je vais jouer, ça va être celui-là ou ça va être soit ça part, soit on démarre la saison et là, justement, que je peux jouer. Le Max qui est à Concarneau dans les moments les plus difficiles et qui arrive en demi-finale à Séville, chez eux. Non, pas en demi. Oh, pardon, en demi, excuse-moi. En 32e. En 32e, ouais. 64e. Je confonds avec le match de Ligue des Champions d'hier soir. Pas de souci. Non, en Ligue Europa, moi j'avais fait que des bouts de match en qualification de Ligue Europa, Ligue des Champions. Et justement, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand t'apprends que tu joues contre le Betis,
à Séville en Ligue Europa. Il faut savoir que j'ai toujours été un fan déjà de Betis depuis tout petit. J'ai toujours kiffé ce club et à partir du moment où on a tiré Betis, j'ai dit à Marine, j'étais dans une période un peu compliquée et j'ai dit je vais rien leur donner jusqu'au Betis pour mettre toutes les chances de mon côté de pouvoir le jouer. Et donc au quotidien, mon seul défi c'était de rien leur donner, pas lâcher un entraînement, rester focus pendant 4 mois parce que je savais que je voulais absolument jouer ce match-là et je voulais rien leur donner pour qu'ils puissent dire bah t'as lâché, on va pas te mettre sur un match comme ça. Et il s'est passé que je joue pas le match de championnat qui précède ce match-là. L'équipe fait un match un peu moins bien et notamment la paire de défenseurs qui jouent sur ce match-là, qui était un peu plus jeune. Et derrière, je sens que ça arrive, je sens qu'il peut me mettre. Et comment tu le sens justement? J'étais en totale confiance à l'entraînement, parce que j'étais dans une période où j'étais vraiment bien à l'entraînement. Et j'étais content d'avoir tenu et de rien leur avoir donné pour dire qu'on te met sur le banc pour ça. Et derrière, je commençais à dire, mais la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de jouer le Betis, parce que grand terrain, top terrain, une équipe qui joue au sol, moi c'est ce que je préfère. Les ballons longs, c'est moins mon truc, mais avoir des lectures au sol contre une top équipe où on n'avait rien à perdre. Et moi sur ce match-là, quand j'apprends que je vais jouer, je suis en totale confiance parce que je sais que c'est mon football, je sais que ces matchs-là, c'est que du plaisir. T'as tout ce côté qui te dit que t'as totale confiance, mais est-ce que t'as l'autre côté qui dit putain, si je me rate, j'avais presque fini au club. Sentiment de pression, c'est pour ça que d'ailleurs juste avant le match, j'étais appelé pour remettre certaines idées dans ma tête parce que en fait, j'avais ce contexte-là d'un côté qui me disait t'as pas joué depuis 4 mois, t'as pas de rythme sur un match à intensité comme ça. Il y a rien qui fait pour que je sois dans les meilleures conditions et en même temps, il y a de l'autre côté, c'est le meilleur match qui puisse arriver pour moi pour que je performe. Et si je suis bien dans ma tête, je sais que les conditions du match vont faire que je vais pouvoir performer. Et ça, déjà, ça a été un levier dans ma tête énorme parce que je savais que j'allais être sur mes qualités et que si mes premiers ballons étaient bons et que si dans ma tête j'étais comme d'habitude et sûr de moi, j'allais pouvoir faire un bon match. Tu vois, et c'est exactement ce qui s'est passé. Toute l'équipe fait un top match. Et personne nous attendait parce que c'est le Betis. Nous, on était dans une saison un peu plus compliquée. Et derrière, tu gagnes là-bas. Et ça enclenche une dynamique parce que quand tu gagnes au Betis en Europe et que tu es dans une saison un peu plus difficile, bah, ça te remet dans une spirale positive. Et derrière, je joue le match de championnat. Je performe, on rejoue Betis à la maison, on se qualifie, on fait 1-1, on se qualifie, tu sors le Betis et derrière c'est parti en fait. Et depuis ce moment-là, je joue. Et après coup, tu te dis si j'arrive pas à performer sur le Betis, tout le monde voit que finalement je suis un joueur de Ligue 2, que j'ai jamais performé à ce niveau-là et que le coach a raison de... Ça, avec le recul, tu sais que ça aurait pu être comme ça aussi. Je le percevais déjà avant le match, en fait. Mais qu'est-ce que j'avais à perdre? De toute façon, ça faisait 4 mois que je jouais pas. Même si je performe pas. Ça va changer quoi? Je vais être sur le banc. Et à la fin de saison, s'il faut, je partais. Et il restait 2-3 mois dans la saison. Et tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, je le vois beaucoup avec les joueurs, peu importe le niveau, que ce soit un joueur de Ligue 1 ou un international, la peur qui t'envahit, c'est celle qui va te bloquer pour soit un match, soit la fin de ta carrière. Et c'est vraiment quelque chose d'important d'apprendre à gérer ce doute, parce que tous ces doutes, tu vas les retrouver tout au long de ta carrière. C'est ça. Les doutes, je les avais, parce que 4 mois que t'as pas joué, tu sais très bien que tout le monde t'attend, parce que toi, t'es là depuis 4 mois, tu demandes qu'à jouer. Maintenant, faut que t'assumes, parce que ça fait 4 mois, tu te plains un peu que tu joues pas, tu demandes à partir pour jouer. Maintenant, on te met sur un match comme ça. Tu dois être bon parce que c'est comme ça en fait le foot, même si ça aurait été logique que je sois moins bien parce que 4 mois pas de rythme et ben en fait c'est des moments dans des saisons ou dans des carrières où je veux même pas dire t'as pas le droit à l'erreur parce que j'avais le droit à l'erreur et ça aurait pas changé grand chose à ma saison, mais par contre le fait d'être bon, j'avais tout à gagner et j'avais des doutes par rapport à est-ce que j'allais avoir le rythme, mais j'avais pas de doute sur le fait que j'allais être sur mes qualités sur ce match-là, tu vois. Et j'étais vachement dans ma tête,
j'ai toujours rêvé de jouer un match comme ça. Même si je suis pas bon, je pourrais dire que je l'ai joué. Et ça fait 1 mois que je dis que s'il y a un match que je peux choisir dans cette saison, c'est celui-là. C'est celui-là. Et ça arrive, tu vois. Alors full plaisir. Et depuis que je suis petit, je regarde des matchs, tu vois. On a joué dans un stade, les supporters c'était exceptionnel. Il y avait tout en fait. C'était une galette. C'est un club que je kiffe. Il y avait rien qui faisait que j'avais pas de douleur. Ça faisait 4 mois que je jouais pas. Et au final, tu vois, tout s'est bien passé parce que tous les voyants étaient au vert. Nous, on a réussi à mettre tous les voyants au vert. Et tu vois, c'est ce qui me passionne moi aussi dans ce métier, c'est de comprendre en fait les mécanismes, parce qu'on a l'impression que en fait ce match-là tu le joues, t'es performant et c'est top. Mais en fait derrière tout ça, il y a toutes les galères qu'il y a eu toutes les années précédentes dans tous les clubs jusqu'au croisé et même avant. Ouais, c'est ça. C'est un long chemin où quand tu y repenses, tu te dis putain. Si je suis là, c'est parce que pendant 4 mois, j'ai rien lâché. Si pendant 4 mois, j'ai rien lâché, c'est parce que la première saison au PFC, quand c'était dur, j'ai continué de bosser pour être prêt la deuxième saison et ainsi de suite, tu vois. Et c'est un process où, et c'est pour ça, quand tu arrives à franchir les steps comme je suis en train de le faire petit à petit, et ça me donne de la confiance par rapport à la vision qu'on a eue sur mon parcours de carrière. Et maintenant, ça devient plus facile à gérer les situations plus difficiles parce que j'en ai eu à gérer et j'ai toujours réussi à sortir de ça grandi, et à chaque fois que j'ai joué, j'ai réussi à performer au moment où j'ai joué, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus grosse différence qu'en tout cas je perçois moi. Tu me donneras ton avis. La plus grosse différence entre un joueur de Ligue 2 et un joueur qui va aller jouer les Coupes d'Europe et les footballeurs internationaux, c'est vraiment la vision à long terme. Ils acceptent de perdre un peu pendant de nombreux mois, c'est pas 3 semaines, ils acceptent de perdre presque pendant une année, mais parce qu'ils savent que sur le long terme, de toute façon, ça va payer. Tu le sais ou tu l'espères tellement que t'as pas, en fait, tu lâches pas. Et tu sais que si tu lâches, tu donnes raison à ceux qui font que c'est plus dur. De toute façon, ça va rien t'apporter de lâcher. Dans certaines situations, c'est tellement difficile qu'il y en a qui lâchent, mais tu sais que quand tu lâches, tu vas perdre plus que si tu lâches pas. Dans tous les cas, c'est comme ça. Et il y a des périodes où c'est vraiment dur. Et tu te dis, c'est mieux, je retourne en Ligue 2 et je joue tous les matchs, je prends du plaisir. Mais t'as tout ça, tu vois, la Coupe d'Europe, au final, quand t'arrives à sortir de la situation et tu prends tout le positif, tu te dis, putain, j'ai bien fait de pas lâcher, tu vois, parce que je continue à franchir les steps, je prends énormément de plaisir, je joue contre des équipes j'ai toujours rêvé de jouer, en plus, et je m'interdis pas de franchir encore les steps pour aller jouer encore plus haut, et tu vois, tu continues dans un process où t'as pas encore atteint tout ce que tu peux aller chercher, et du coup ça te motive à continuer à bosser fort, et encore plus fort, et à vouloir performer encore plus. Tu vois, quand tu performes au Dynamo, il y a des clubs qui regardent, qui étaient pas là quand tu performais au PFC, qui étaient pas là quand tu performais au Mans, et la médiatisation est différente. Ouais, et puis même de voir ça et de voir que les portes peuvent s'ouvrir un peu plus haut à chaque fois, ça motive parce que c'est toujours ce que tu as voulu. Et je me rappelle quand je sortais de Rennes, j'ai jamais dit à un moment donné quand je vais à Concarneau, pour moi c'était bien en fait, parce que j'allais franchir un niveau, j'étais à Rennes pro mais je jouais pas avec les pros, je jouais en réserve. J'allais à Concarneau, le niveau de performance du week-end, il était supérieur à la réserve de Rennes. Ça a été juste mon seul objectif. À chaque fois que le niveau de perf, allez, 2-3 ans max, que je refranchisse les steps, tu vois. Et en national, moi, l'objectif, c'était le plus vite possible, parce que quand tu arrives à 20, 21, 22, tu peux vite être catégorisé comme un joueur national qui a pas le niveau d'au-dessus. Alors que t'en as plein qui peuvent jouer au-dessus. Il faut juste être à un moment donné dans un contexte favorable, parce que ça aussi ça joue, tu vois. Et le fait d'avoir vu déjà tout ça, comment est-ce que tu expliques que la préparation mentale soit encore un peu tabou dans le foot, même s'il n'y a pas une seule semaine sans qu'on parle de santé mentale des athlètes, sans qu'on parle... Ouais, maintenant ça commence un peu à s'ouvrir, mais je pense que c'est encore vu comme une faiblesse de dire aujourd'hui tu travailles avec un prépa. Il y a énormément de staff, de dirigeants qui vont me dire il travaille avec un prépa parce que il a des faiblesses quelque part et il est pas assez fort mentalement. Ça, tu l'entends encore? Ouais, on peut l'entendre. Et demain, tu sais comment c'est, ce monde-là, il faut rien montrer, et quand tu dis qu'à un moment donné t'as besoin d'aide
et bah plutôt que d'être vu positivement, dans certains cas c'est vu négativement et tu vas préférer le mec qui montre rien et qui est toujours comme ça, alors que derrière ça se trouve dans sa tête il est pas bien, tu vois. Et aujourd'hui pour moi la prépa, ce que j'ai compris en fait, c'est pas que quand tu sens que t'es en situation compliquée, en fait, ça t'apprend à être à rester en confiance quand tu l'es. Tu sais, quand t'es dans des saisons où tu performes énormément, inconsciemment ton cerveau il est tellement en confiance que si t'es pas attentif, tu peux vite être redescendu bas, tu vois. Et ça, tu m'as aidé l'année dernière où j'étais vraiment. C'est la première saison où j'arrivais à avoir cette régularité qui me manquait un peu avant dans les perfs. Et t'étais toujours là à me rappeler, rappelle-toi quand c'était plus difficile, quand t'étais un peu moins en confiance, parce que ça peut arriver. Et du coup, j'étais toujours en alerte, tu vois, d'aller chercher tout le temps la performance et de rien négliger dans ce que je faisais pour pouvoir être performant. Et ça, je trouve que c'est vraiment un dénominateur commun chez les athlètes qui arrivent vraiment à performer sur le moyen et sur le long terme. C'est que très vite, dans leur match, et juste après, ils sont capables de se rééquilibrer, mais super vite. Ouais, c'est ça, il reste froid, en fait, tu vois, il reste froid avec une ligne de flottaison. Peu importe le niveau de perf, dans leur tête, la ligne de flottaison, elle bouge très peu, tu vois. Ouais, même si quelquefois, à l'extérieur, que ce soit des journalistes, que ce soit l'agent, que ce soit même la famille, énormément viennent te gonfler la tête en disant c'est extraordinaire, t'as été l'homme du match. Il y a énormément de critères extérieurs qui peuvent influer sur tes pensées, ton comportement, et c'est là où il faut que toi tu sois fort et que tu te connaisses vraiment bien. T'aurais un exemple où ça t'est arrivé, où tu captes que tu fais un match de foot, l'extérieur te le dit, les joueurs, le club? C'est arrivé la saison dernière au PFC où ça faisait déjà 5-6 matchs que j'étais bon, et contre le Havre là-bas, je pense que j'ai fait mon meilleur match de la saison. Et je sais qu'il y avait des recruteurs au match, j'ai eu des retours. T'as fait un top match, un tel, ils ont kiffé. Et tu sais qu'à la fin de saison, tu vas potentiellement partir. Tu peux vite t'enflammer, te dire c'est bon, il y a des clubs qui vont être là, tu vois. Et là, c'est là qu'il faut pas tomber dans le piège de dire c'est bon, tu vois, je suis arrivé, je relâche, alors que il y a rien, tu vois. Aujourd'hui, il y a 10 000 clubs qui regardent tous les matchs, tous les week-ends. Ça veut pas dire que tu fais un bon match. Le niveau pour aller en haut est tellement exigeant que ça leur suffit pas un match, tu vois. Et même au-delà de ça, pour toi, j'ai vraiment progressé là-dessus, c'est d'être vraiment focus sur moi, plus que sur l'équipe, sur la perf de l'équipe. Et si moi, j'arrive à être équilibré et être performant tout au long de la saison, déjà ça va aider l'équipe. Et même moi, dans ma vie à côté, je vais être beaucoup plus serein et tranquille, tu vois. Je me concentre moins sur les faits que je peux pas maîtriser. Par exemple, de pas jouer pendant 4 mois, je peux rien faire à part être performant à l'entraînement, bosser en salle, faire tout ce que je peux maîtriser. Les choix du coach, je les maîtrise pas. Si demain il a pas envie de me mettre, même si pendant 1 an, 2 ans, je maîtrise pas. Je vais pas aller le voir et le menacer pour lui dire même maintenant, même moi sur le terrain, c'est le coach, c'est lui qui décide. Moi, je suis joueur et tout ce que je dois lui donner, c'est l'envie de me faire confiance pour pouvoir me mettre sur le terrain. Tu vois. Et ça, il y a énormément de coéquipiers, tu vois, qui s'énervent ou qui se frustrent comme moi avant. Et sur des choses qu'ils maîtrisent pas. Mais ça va, à part te frustrer toi, qu'est-ce que tu peux y changer, tu vois. Et ça, ça m'a vraiment aidé, tu vois, parce que dans chaque situation difficile, souvent, ce qui te frustre, c'est des choses que tu maîtrises pas. Et en fait, ça changera rien. Juste reste focus sur toi, et pour que le moment où on fait appel à toi, tu sois prêt et que tu regrettes pas à dire putain, j'étais énervé sur ça, je me suis oublié et j'ai lâché. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes, surtout sur 10-15 ans de carrière. Si tu te concentres, parce que les contextes, ils changent énormément dans le foot, encore plus aujourd'hui. La durée d'un coach et d'un staff, c'est très peu. Des choses comme ça m'est arrivé ici au Dynamo avec un coach qui me recrute et qui est viré, ça arrive dans tous les clubs. Et il y a des joueurs qui lâchent parce que moi je suis venu avec un coach, le coach qui arrive il me fait pas jouer, qu'est-ce que j'y peux, c'est comme ça. Alors que tu peux faire changer, tu vois. Si vraiment t'es bon, il y a pas un coach si t'es bon sur la durée et que tu lui donnes rien, le coach il finira par te mettre, c'est obligé.
parce que t'es performant et que tu vas montrer que t'es meilleur que les autres et que quand le moment où il va jouer, tu vas jouer une fois. Si t'es performant, il y a même lui, les supporters vont voir que t'es bon, donc automatiquement, il peut pas te réenlever comme ça. Et c'est juste pouvoir être focus sur toi, ce que tu peux maîtriser. C'est super intéressant ce que tu dis sur la frustration, parce que c'est vraiment vivre une carrière sans frustration n'existe pas. Ouais. C'est impossible. Tu sais de toute façon que tu vas la vivre. Et je trouve que c'est ce qui fait aussi la différence entre quelqu'un qui aime cette frustration parce qu'il sait qu'elle existe et il perçoit la frustration, c'est quoi? C'est de percevoir que dans le futur, je vais vivre des moments de galère qui vont être plus difficiles et en fait, j'ai l'impression que ça devrait être mieux. Ouais. Et c'est ce qui te frustre par rapport à ton quotidien que tu vis. C'est ça. Ça veut dire que peut-être tu mérites mieux, mais ça veut dire que si tu mérites mieux et que tu l'as pas, mais ça veut dire que tu es sur le bon chemin, parce que toi, t'estimes que tu mérites mieux. Encore faut-il avoir une analyse de soi et de ses performances assez, assez neutre et pas au-deçà de ce qu'on est et pas en dessous, tu vois. Et ça aussi, c'est important. Mais oui, la frustration, moi, c'était une des choses que j'ai le plus travaillé avec toi, parce que je me rappelle au tout début, je ratais un truc dans le match et pendant pétage de câble. Non, pendant 3-4 minutes, j'étais frustré parce que je voulais tellement tout bien faire que je restais focus sur ce que j'avais raté, alors que on en ratera tous des choses et justement de vivre cette émotion, après le corps la ressent et quand tu ressens toute cette frustration, t'es plus contracté, t'es plus tendu. Et puis de mieux gérer la frustration. Quand la frustration est atteinte, ça veut dire que la situation entre guillemets, si je suis frustré parce que le coach me fait pas jouer, ça veut dire que le coach, il a une influence sur moi, mon mental. Et t'as pas envie de ça. Ouais. Toi, tu dois garder le contrôle de ce qui se passe dans ta tête, tu vois. Et si des éléments extérieurs arrivent à rentrer dans ta tête et à générer des émotions que t'as pas besoin, ça veut dire qu'à un moment donné, tu perds le contrôle de ce que toi tu maîtrises, tu vois. Et ça, j'ai compris, j'avais lu une interview, je sais plus de qui c'était, qui disait le coach, il a pas à avoir une influence sur ce qui se passe dans ta tête. Lui, il fait ses choix, toi tu maîtrises pas. Toi, il reste focus sur ce que tu maîtrises. Que tu joues pas, ça peut générer de la frustration, mais la frustration, ça va rien changer à la situation. À part quand tu rentres chez toi, c'est moins agréable pour ta femme, pour tes enfants, et eux, ils ont rien demandé, tu vois. Alors que toi, t'auras tout donné. Et justement, la frustration va rien changer à la situation. Et toi, quand tu vas aller sur le terrain, tu seras moins bien parce que tu vas être frustré, énervé, et t'es dans une situation négative, et du coup, tu loupes plus de choses, et c'est un peu une spirale où, quand tu rentres dedans, c'est dur après. Ah, c'est sûr. Et tu parles beaucoup des entraîneurs. D'où ça devient cette passion que tu aimerais nourrir plus tard de devenir entraîneur? Je sais pas trop d'où ça vient. Je pense que j'ai eu beaucoup de bons coachs en formation qui m'ont vraiment appris différents aspects du football à Rennes et qui m'ont donné envie un jour de mettre en place ma vision du foot et de transmettre à un moment donné. Et après, on en est encore loin. Il peut se passer mille et une choses d'ici là, mais j'ai toujours aimé réfléchir à comment le coach pensait, pourquoi il nous faisait jouer comme ça, pourquoi il mettait un tel à ce poste-là, comment on peut sortir les ballons, comment s'adapter à l'adversaire, un peu comme un jeu d'échecs, tu vois, quand t'es sur le terrain. Et j'ai toujours aimé réfléchir comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Après, il y a aimer ça et arriver à le transmettre, tu vois. Et c'est là où c'est dur d'être coach parce qu'il y en a plein qui connaissent, d'anciens joueurs, et qui ont du mal à le transmettre de la meilleure façon pour que ça soit compris le plus simplement possible. Donc ça, j'ai encore du temps pour apprendre ça, mais j'ai déjà pas mal de livres, je m'intéresse à beaucoup de choses. Chez toi, t'as des bouquins partout sur le métier d'entraîneur. Ouais, à chaque coin, il y a un bouquin. J'ai pas encore tout lu, tu vois, mais les gens dans mon cercle proche savent que j'aime ça. Et que je m'intéresse à ça, et même eux me disent que il y a quelque chose à faire, qu'ils sentent que ça pourrait être quelque chose qui me correspond dans le futur, et on verra après. Mais j'ai toujours aimé ça, avoir un peu le contrôle sur ton équipe et sur la façon dont tu joues.
même au-delà du foot, t'as un aspect humain et psychologique. Dans le foot, t'as des situations à gérer, t'as un vestiaire à gérer, t'as 11 mecs qui jouent, mais t'en as presque 11 qui jouent pas. Comment t'arrives à gérer ça? Et ça se répète toutes les semaines. C'est-à-dire que chaque semaine, t'as 11 mecs qui sont prêts à se battre pour toi. Ouais, t'as 11 mecs qui ont le seum contre toi. Et t'as 11 mecs qui veulent te défoncer, quoi. Bien sûr. Et le lundi, ça repart. Ils sont tous sur le même niveau. Et il faut les garder concernés. Il faut les garder concernés sur un an. Et ouais. Mais 2 ans, 3 ans. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Mais ça m'intéresse. Pour l'instant, ça m'intéresse en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose que je vais pousser pour si un jour j'ai envie de passer les diplômes, être le plus près possible sur parce que je pense qu'il y a encore plus d'aspects psychologiques en tant qu'entraîneur que joueur, parce qu'il y a des situations et des cas différentes, on a à gérer tous les jours, que ce soit foot ou hors foot. Et c'est vachement intéressant, même d'un point de vue psychologique et mental et humain, et enfin tout ce qui englobe le métier d'entraîneur. Oui, d'autant plus que, et je pense que c'est ce qui a le plus changé depuis des années, c'est-à-dire l'environnement. Je travaillais il y a pas longtemps avec un joueur qui, quand il finit le match, il a la vie de sa femme déjà, il a la vie de son agent, il a la vie de ses coéquipiers, la vie de ses meilleurs potes. Et en fait, quand il revient à l'entraînement le lundi, après son match du week-end, il a une perception qui peut être biaisée de la réalité. Et quand l'entraîneur, lui, n'a pas été formé à ça ou pas forcément à l'écoute parce que ça le touche pas, il peut avoir tendance à le mettre de côté en disant, de toute façon, lui, il comprend rien. J'estime qu'il a fait un beau match, mais je lui dirai jamais. Et en fait, il peut avoir une perception complètement biaisée, mais toute sa carrière. Ouais, c'est... Comment tu ferais pour gérer ça, toi, demain, avec des joueurs? T'as des mecs qui arrivent et ils ont eu l'influence des réseaux sociaux, de la famille, de l'agent. Ils ont eu 15 avis différents et il a l'impression d'avoir fait un match de merde. Ouais, après, leur apprendre à analyser, avoir une analyse de leur performance assez optimale. Tu vois, c'est pas... Si, tu sais, les joueurs de Ligue 1, s'ils écoutent les journalistes de l'équipe les noter, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y en a qui font des top matchs qui ont des notes parce que ils ont pas les journalistes ont pas la même vision qu'un coach, ont pas la même vision qu'un joueur. Et je pense que faut se référer aussi à ceux qui connaissent et le coach, il sait ce qu'il attend de toi. Ouais. Et demain, ta copine ou ton agent, il sait pas ce que le coach t'a demandé sur le match. Et il va avoir forcément un avis différent parce qu'ils ont des connaissances différentes, une vision différente. Et si tu commences à écouter tout ce qui se passe autour, c'est pas fini. Mais c'est dans tout. Un chef d'entreprise, c'est pareil. C'est pareil dans l'entreprise, bien sûr. Et c'est pareil dans tout. Il faut arriver à être focus encore une fois sur l'essentiel et avec les personnes compétentes qui peuvent avoir une influence sur tes performances et si tu joues ou pas le week-end. Ouais, c'est clair. Et lorsque t'es devenu papa, qu'est-ce qui a changé quotidiennement le fait de devenir papa? Est-ce que ton pourquoi a changé ou est-ce que tu fais partie des joueurs pour lesquels tu as une telle passion du foot que finalement ça s'est équilibré tout seul? Ouais, je pense que je suis tellement passionné que j'ai toujours fait ça pour le kiff et le plaisir que ça me procure. Okay. Après l'arrivée de ma fille, ça change quand même des choses parce que t'es père de famille, il y a des aspects que tu faisais pas forcément attention, notamment l'aspect financier. Je jouerai jamais pour ça, mais t'as envie de lui offrir le maximum de choses possibles jusqu'à ses 18, 20 ans. Et t'es encore plus dans une envie de performer sans pour autant te mettre trop de pression parce que, et en même temps, quand tu sors du foot, t'oublies le foot, en fait. Et ça te fait prendre un recul énorme sur les situations difficiles. Ça te fait couper complètement et ça m'a fait énormément de bien. Au Mans, quand elle est née, je rentrais à la maison, je parlais plus de foot, il y avait que elle, tu vois, que elle. Et si elle était bien, je pouvais sortir frustré. 10 minutes après, j'étais avec elle, plus rien, tu vois. Parce que c'est les choses les plus importantes le foot, ça reste du sport. Elle, c'est ta fille, c'est un être humain, t'as mis ton enfant au monde, tu vois. Donc en fait, tu fais une priorité dans l'ordre des choses. Les choses essentielles, elles ressortent 10 fois mieux et plus facilement. Ouais, donc finalement, t'arrives à te nourrir de ce qui est vraiment important pour toi au quotidien. Et certes, le foot est important, mais t'as pris aussi conscience qu'il y avait ta chérie, qu'il y avait les enfants. Le fait d'avoir ça, fait d'avoir pris conscience de ça, quand tu vas au foot, tu prends encore 10 fois plus de plaisir. Parce que c'est pas ton moteur de vie. C'est un plaisir.
Et quand tu le vois comme un plaisir et une passion, et plutôt que comme un gagne-pain, c'est là où tu joues libéré. Tu vas à l'entraînement, tu kiffes, t'es content, tu kiffes avec tes potes et tu vois, et ça te fait du bien parce que c'est aussi fatigant au début d'avoir un enfant en bas âge. Ça change la vie. Et ça, justement, comment tu arrives à nourrir ce côté un peu enfant où tu kiffais jouer au foot, que tous les pros ont eu. C'est pour ça qu'ils ont décidé de démarrer dans le foot, bien sûr. Mais c'est ce que je vois aussi beaucoup, c'est qu'ils ont tendance à perdre cette flamme de plus en plus. Ouais, je trouve aussi. D'autant plus qu'on remarque que plus ils perdent la flamme, plus le taux de dépression dans le foot augmente. On est quasiment autour de 40% aujourd'hui, ce qui est énorme. Comment tu fais pour garder cette flamme d'enfant? Ouais, écoute, je pense que ça me procure toujours autant de plaisir, même s'il y a des périodes où un peu moins. Mais tu me donnes un ballon et c'est fini en fait. Et je sais pas, c'est comme ça. Le jour où ça me procure plus de plaisir, j'arrêterai le foot. Tu vois. Et même c'est pas une question d'argent ou quoi. C'est tu vas sur le terrain. C'est des trucs tout cons, mais tu sens l'odeur de l'herbe coupée. Ça te rappelle quand je jouais avec mon frère dans le jardin, on rentrait de l'école. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça où des fois ça te remémore des souvenirs où tu te dis putain, on a kiffé autant de temps, tu vois. Et là, je suis là, tu vois, kiff. Et je trouve que le foot, le modèle foot d'aujourd'hui fait aussi que on perd cet aspect-là de plaisir parce qu'on est dans un foot moins spectacle et plus plus carré, tu vois. Et même quand tu regardes les matchs, il y a moins de joueurs fantasy, il y a moins de joueurs paillettes, tu vois, parce qu'on est dans un foot de pragmatisme et tu vois, t'es là pour performer, pas pour te faire plaisir. Exactement. Et ça, c'est ce que pas avoir tendance à aller trop vers ça, parce qu'à un moment donné, ça va user les têtes et que t'as besoin pour durer sur une carrière, t'as besoin de prendre du plaisir, d'être heureux et de kiffer ça en fait, parce que si à un moment donné tu kiffes plus. Et puis un joueur qui arrive, je le vois beaucoup avec des joueurs qui arrivent autour de la trentaine, qui ont perdu cette flamme, et pour qu'ils puissent retrouver cette flamme, ils ont d'abord besoin de se souvenir de pourquoi ils ont commencé et pourquoi est-ce que toutes ces années, même quand c'était dur, ils arrivaient à garder cette petite flamme. Et quand ils arrivent à retrouver ça, alors ils peuvent finir leur carrière comme ils la choisissent, de choisir la fin de leur carrière. Et pas que ce soit quelque chose où ça devienne un enfer, où ils rentrent dans on en parle beaucoup dans le burn-out du sportif, tu vois. Et il y en a énormément. Et il y en a de plus en plus. Et tu le vois. Toi, tu le vois aussi dans des clubs. Bien sûr, il y en a qui viennent à l'entraînement, mais tu sens que ça les anime plus, tu vois. Pas comme toi ou pas comme les jeunes qui arrivent qui ont envie juste d'aller sur le terrain et de jouer, tu vois. Et ça se comprend parce que 10 ans de carrière, si t'es en pilote automatique pendant 10 ans, c'est usant. Les gens s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais t'as un besoin de performance au quotidien, t'es jugé au quotidien. Ça pousse trop fort derrière. Ça pousse fort derrière. Il y a de la concurrence. Si tu veux garder ta place, faut être à 1000% chaque jour. Derrière, t'as tout l'environnement dont on parlait, les médias, les agents, la famille. Ça peut être compliqué. Si t'es pas bien entouré, ça peut vite sortir du droit chemin, et tout ça à gérer pour une seule personne qui est pas bien entourée, c'est très vite usant, tu vois. Et qui est jeune. Parce que 30 ans, ça reste jeune. Ça reste bien sûr jeune. Ça reste jeune. Ok. Non, ça. Et toi, demain, si tu deviens entraîneur, ce que je te souhaite, comment est-ce que tu pourras peut-être mieux gérer, ou qu'est-ce qui fait que tu pourras mieux comprendre ces joueurs qui perdent un peu la flamme pour les garder déjà mieux connaître les joueurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui sont je veux pas dire à l'ancienne parce que ça a été comme ça et ça marche pour certains. Mais je pense que l'humain évolue et il y a de plus en plus de joueurs qui ont besoin d'avoir une relation, pas forcément proche avec le coach, mais d'avoir une relation avec le coach. Ce qui avant, dans 3/4 des clubs n'existait pas. C'était le coach qui décidait. Tu demandais pas pourquoi, pour qui. C'était comme ça. C'était comme ça et tu devais écouter. Et aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de sentir qu'on leur fait confiance. Et chaque, entre guillemets, chaque joueur, chaque humain derrière chaque joueur est différent. Si demain t'as un coach qui va creuser chaque humain, qui comprend son système de valeurs et comment il fonctionne dans sa tête et ce qui le motive, ton approche ça va être différente avec chacun et tu vas pouvoir en tirer le maximum parce que je te donne un exemple, Petkovic,
c'est pas les mêmes choses qui le motivent que Baturina, par exemple. Bien sûr. Parce qu'ils ont pas le même système de valeurs, ils ont pas vécu les mêmes choses. Et si tu sais sur quel bouton appuyer pour actionner la même motivation chez l'un ou chez l'autre, derrière, si t'en actionnes 11 et que t'arrives à en tirer le max des 11, c'est là que t'as gagné, tu vois. Et à mettre les 11 dans un contexte favorable et où ils se sentent en confiance. Ah, tu dirais les 11, mais finalement le groupe, les 22. Oui. Quoi. Je te parle des 11 parce que c'est les 11 qui sont sur le terrain, mais bien évidemment que même tout un groupe a besoin de se sentir important, a besoin de se sentir en confiance. Encore plus presque quand tu joues pas, quand tu sens que le coach est quand même là, qui te fait confiance, qui t'oublie pas. C'est presque plus important parce que quand tu joues, t'as presque moins besoin que le coach il te parle. Tu sais très bien si tu fais des bons matchs, si tu fais des moins bons matchs. Et c'est moins fréquent, tu vois. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta perception sur les réseaux sociaux et sur toute la difficulté de gérer cet environnement-là qui est arrivé, qui est assez nouveau chez les joueurs et qui prend une place de plus en plus importante? Ouais, je pense qu'il faut pas le mettre de côté parce que ça fait partie à part entière aujourd'hui de la vie, même de la société en général. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, encore plus les footballeurs parce que Instagram, Twitter, on aime ça. Après, il y a des dangers auxquels il faut faire attention. Et il y a déjà eu beaucoup d'histoires. Et il y a de plus en plus de prévention. Je sais que dans les clubs, en centre de formation, tu as des réunions sur le fait que ça peut aller vite. Écrire un tweet, t'as beau l'effacer, s'il y a quelqu'un qui a screen et qui ressort l'info, ça fait vite 10 fois le tour de la sphère. Après, je trouve que c'est un outil intéressant parce que ça te permet de créer une petite communauté et de partager des choses plus ou moins pas intimes, mais que tu veux partager avec ceux qui te suivent. Tu vois, c'est après libre à eux de te suivre ou pas. Mais ceux qui te suivent aiment bien que tu leur partages des choses. Ils t'apprécient en tant que joueur. Ils apprennent à te connaître aussi à travers les réseaux et à travers ce que tu montres. Évidemment, tu montres pas tout, mais en tant qu'homme. Et je trouve ça intéressant. Moi, par exemple, sur Twitter, je m'en sers pour pouvoir échanger, comme on parle là, avec des mecs qui sont passionnés par le foot, qui sont pas forcément footballeurs, même pas journalistes, mais c'est intéressant, des fois, d'échanger sur des sujets, sur des matchs on regarde tous les gros matchs. On est tous devant notre téléphone et on n'échange pas. Alors que ça sert à ça, tu vois. Et il y a eu un moment donné cette barrière, tellement il y a eu de problèmes, où les footballeurs se sont bridés en disant, moi, stop, je partage plus rien, que des photos de foot, et puis basta, tu vois. Et il faut juste apprendre à l'utiliser comme il faut, en faisant attention, certes, mais aujourd'hui, je pense que c'est un outil qui est intéressant pour pouvoir déjà j'aime pas le terme soigner, mais te construire ta propre image aussi, partager des interviews comme on est en train de faire, je trouve que c'est intéressant. Il y a plein de choses en fait qui sont faisables aujourd'hui et que tu peux partager à des gens qui auraient pas pu avoir accès à ça de chez eux si les réseaux existaient pas, tu vois. Et ça, ouvrir de nouveau un peu ce monde-là qui est quand même un monde fermé, même si ça s'ouvre de temps en temps à différents endroits. Je trouve ça intéressant. Yes. Top. Impeccable. Merci Max. Merci à toi.